Dès 19h pour vous informer, nous partons de la coopération avec cette cérémonie inaugurale de la nouvelle chancellerie de l'ambassade de la République populaire de Chine. C'était en présence de plusieurs personnalités, nous dit Paulette Lomba. Enfin est sortie de terre la nouvelle chancellerie de l'ambassade de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo. Ces bel ouvrage construit en 6 ans regorge un bâtiment administratif, un centre sportif et 2 immeubles résidentiels pour le personnel de l'ambassade. Cette infrastructure moderne vient aussi cristalliser l'amitié sino-congolaise existante depuis belle lurette. Je crois que pour la République démocratique du Congo, c'est satisfaisant de voir que nous avons un partenaire stratégique qui est pleinement engagé dans la coopération avec la République démocratique du Congo. Le fait d'investir tel qu'ils ont investi, rien que pour leur cadre de travail, c'est quand même un immeuble qui a un impact gigantesque et qui va nécessairement permettre à ce que la coopération entre les 2 pays soit plus fructueuse. Cela sera nécessairement à l'avantage des 2 pays, de la République démocratique du Congo, son peuple qui en a besoin, mais aussi de la République chinoise. Donc c'est pour nous un signe d'espoir d'une coopération stratégique gagnant-gagnant. La Chine entend accompagner la RDC en cette période de crise sécuritaire qui sévit dans sa partie est pour le retour d'une paix durable. Nous soutenons toujours indéfectiblement les efforts de la République démocratique du Congo, sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale. Sous la présidence du Conseil de sécurité chinois, nous avons fait les efforts pour faire adopter à l'unanimité, le premier du genre dans l'histoire, la résolution 2773 en faveur de la République démocratique du Congo. Nous sommes les premiers pays à annoncer l'interdiction de toutes les activités économiques des ressortissants chinois dans la zone en conflit, c'est-à-dire l'Est du Congo. Une visite guidée de la chancellerie de l'ambassade de Chine a clôturé la soirée inaugurale de cet ouvrage. En Équateur, des sanctions sévères étaient tenues contre le commandant fluvial de l'Équateur pour sa passivité dans sa mission ayant entraîné les derniers naufrages sur le fleuve Congo, annonce faite par la vice-ministre de l'Intérieur au cours d'une parade. À Mbandaka, la vice-ministre de l'Intérieur, Egenichela Kamba, a exhorté le membre de la police nationale congolaise, PNC, et à faire bloc derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en reconnaissance de son engagement envers leur bien-être. S'adressant aux forces de l'ordre du commissariat provincial de l'Équateur lors d'une parade, elle a insisté sur le rôle fondamental de protection impartiale des personnes et des biens. La vice-ministre a également marqué l'événement en annonçant des sanctions immédiates à l'encontre du commandant fluvial tenu responsable de la passivité ayant contribué au récent drame sur le fleuve Congo. Nous ne voulons plus jamais que les drames du 7 et 8 avril et du 14 au 15 avril ne se reproduisent dans la province de l'Équateur. La complaisance et le manque de rigueur de nos services, plus rien ne sera plus comme avant. Nous allons sanctionner. Tous les fonctionnaires responsables seront punis. Le commissaire fluvial sera sanctionné. La parade s'est achevée dans une ambiance conviviale témoignant de la réception positive des instructions de l'autorité. Sachez que Kasaï Central, les fonds récoltés par les sénateurs Jean Tshisekedi pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo ont été remis au gouverneur Moïse Kamboulou. L'appel à la solidarité nationale lancé par le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur des FARDC et Wazalendo demeure la préoccupation quotidienne du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. Accompagné de membres de sa fondation, cet élu des élus du parti présidentiel UDPS est allé remettre au gouverneur du Kasaï central, Moïse Kamboulou, l'enveloppe de fonds collectés dernièrement au cours d'une grande parade au stadium de l'Espoir. Nous venons pour combattre avec nos amis de l'Est
nous, la Fondation Jean Tshisekedi, pour assister nos amis qui passent le temps de misère, de calvaire au niveau de l'Est. La Fondation Jean Tshisekedi qui porte mon nom. Très ému par ces gestes forts du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele envers l'armée, le gouverneur Moïse Kamboulou, à séance tenante, remis cette enveloppe à la commission ad hoc mise en place par le gouvernement provincial. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a poursuivi son périple à la direction provinciale de l'église Fepako Nzambe Malamu, où il est allé superviser les travaux en cours de la construction d'un nouveau temple sur son financement. En vue de réparer les préjudices subis par les victimes des atrocités à Isiro, le fonds de réparation et indemnisation de ces victimes va bientôt être installé dans la province du Haut-Ouélé, annonce faite par le gouverneur Jean Bakometo. C'est au terme d'une fructueuse mission officielle de quelques semaines à Kinshasa que le gouverneur du Haut-Ouélé signe son retour à Isiro le dimanche 27 avril 2025. Jean Bakometo Gambou, accueilli et par son vice Christophe Daramatata et le membre du comité provincial restreint de sécurité, reçoit les honneurs dus à son rang avant de saluer les ministres provinciaux et toutes les autres personnalités conviées à l'aéroport national de Matari, sans oublier les cadres et militants des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation. À l'ensemble de sa population, le gouverneur Jean Bakometo Gambou réitère son appel au soutien au chef de l'État grâce à qui il y ramène des solutions appropriées à plusieurs problèmes à la suite des contacts qu'il a eus au sommet dans la capitale congolaise. J'ai répondu à l'invitation du conseil spécial qui avait été désigné pour mener des consultations. J'ai profité également de cette occasion pour faire les tours des différents ministères. Nous allons en mission, nous revenons, nous donnons toujours des messages, mais celui-ci c'est un message d'espoir parce que les résultats sont là. Je ramène le matériel du pont, donc fini la question du pont Gombari, mais aussi le matériel du pont Embo et Zoro, qui devront être chargés d'ici peu là, mais tout est déjà fin prêt. Mais également le ministre de la Justice, là aussi, Frivao va s'installer ici très prochainement. Le ministre des Finances qui a promis de mettre la main dans la poche pour essayer de pousser du côté asphalte. De manière générale, c'est la satisfaction, un message d'espoir. On appelle à soutenir davantage le chef de l'État, soutenir tous les efforts qu'il est en train de faire pour amener la paix. Et nous allons continuer à sensibiliser pour que le peuple demeure vigilant. Une matinée de solidarité pour la collecte de fonds en faveur des victimes de la guerre dans l'Est du pays a été organisée hier par le Fonds national de promotion et des services sociaux. Commentaire. La guerre qui sévit l'Est de la RDC n'a pas laissé indifférent le personnel féminin du Fonds national de promotion et des services sociaux, FNPSS en sigle. Sous le guide éclairé de Mme Alice Mirimo, son administrateur, directeur général, qui a organisé à Kinshasa une journée d'hommage aux victimes et à ceux qui se battent jour et nuit pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Entendez les FARDC et les compatriotes Ouazalendo. Une façon pour elle de clôturer également les activités qui étaient dédiées au mois de la femme. Nous avons voulu manifester cette solidarité et aussi faire notre geste de collecte de fonds pour que nous puissions aller le verser dans les comptes bancaire qui a été ouvert par le ministre des Finances. C'est notre façon pour nous de manifester notre appui aux efforts de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces efforts qu'il ne cesse de déployer tout le jour pour que la paix revienne à l'est de notre pays. Nous avons pris le soin de manifester aussi notre compassion et aussi notre souhait de voir la fin des hostilités, la fin de la guerre. Le FNPSS encourage par ailleurs toute la population à y participer et place au cœur de son action cette valeur chère qui est le social dans la solidarité, a rappelé Alice Mirimo. C'était avec la participation de la secrétaire générale au genre et du représentant du ministre des Affaires sociales. Parlons santé avec cette campagne de dépistage gratuit de maladies infectieuses. Les précisions dans ce reportage de Anna Sassidoumbou. Le collectif de médecins que dirige le docteur Jérôme Sokolo est allé au chevet des populations de Matete Kisenso pour lutter contre les maladies hydriques et de Messal.
Cela entre dans le cadre de la campagne de dépistage et de consultations gratuites des différentes maladies infectieuses. Plusieurs services ont été installés pour assurer la prise en charge, notamment la pédiatrie, les dentisteries, gynécologie, expliquent les docteurs. L'amour du Congo et du Congolais, tel que nous le prône tout le temps le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est pour aimer les Congolais. C'est ça qui a motivé notre présence ici. Nous avons simplement voulu, à partir de nos maigres moyens, soutenir les sinistrés de Maziba ainsi que de Malemba. Et je crois que nous avons eu à nous entretenir avec notre bourgmestre de Matete, auprès de qui nous avons reçu les rapports gravissimes de nos populations, de nos concitoyens qui meurent suite aux maladies diarrhéiques, suite aux maladies hydriques et maladies des mains sales. Ne pouvaient que nous attirer pour pouvoir les soigner, leur apporter le peu que nous pouvons. Ce geste s'inscrit dans un élan de solidarité et d'amour du prochain. Une action qui nécessite l'implication de tous, de mettre la main dans la pâte pour sauver le plus grand nombre de populations quinoises. Et puis, c'est ouvert à Kinshasa la deuxième rencontre mutualiste en Afrique centrale. Suivez. Deuxième rencontre mutualiste en Afrique centrale, les travaux se tiennent à l'hôtel Bellevue à Gombe à Kinshasa. Les participants, venus notamment du Burundi, du Gabon, Tchad, Cameroun et de la République démocratique du Congo, participent à cette grande rencontre mutuelle pour valider quelques outils de la consolidation de stratégies de la couverture santé universelle. Ces travaux pourront aboutir à des actions, des plaidoyers auprès des autorités politiques de pays membres de la plateforme des acteurs mutualistes d'Afrique centrale PAMAC. La cérémonie d'ouverture des travaux de cette rencontre de Kinshasa a été présidée par le secrétaire général à la santé publique qui circonscrit l'activité. À l'occasion de la deuxième rencontre mutualiste en Afrique centrale, l'accès aux soins de santé pour tous est l'une des 4 garanties élémentaires des socles nationaux de protection sociale et elle demeure au cœur de l'agenda mondial de développement horizon 2030. Avec comme thème la place des mutuelles sociales de santé dans la mise en œuvre de systèmes de couverture santé universelle en Afrique centrale, les membres de la PAMAC conseillent à leur population de se regrouper en des mutualistes afin de se soutenir à travers la mise en place d'une caisse de solidarité assurance maladie. Invité à cette cérémonie, le directeur général de la couverture santé universelle donne des explications sur le fonctionnement de sa structure. La couverture santé universelle, il faut comprendre les stratégies que chaque État membre des Nations Unies doit mettre en place pour permettre à sa population d'avoir accès aux soins de santé de qualité, de façon équitable et sans que l'argent puisse constituer un frein pour la population. C'est un ouf de soulagement pour la population de la commune de Kassavubu. Plusieurs quartiers sont de nouveau éclairés. Suivez. Après plusieurs mois d'obscurité dû au manque de transformateurs et autres matériels de distribution de l'énergie électrique, les quartiers Lubumbashi, Katanga, anciens combattants, Assosa et autres dans la commune de Kassavubu sont à nouveau éclairés. C'est à la grande satisfaction de la population. Nous sommes dans la joie avec les retours de l'électricité à Kassavubu car nous avons beaucoup souffert pendant au moins 4 à 5 ans. Sur place, 5 nouveaux transformateurs, chacun d'une capacité de 20 000 volts et 630 kVA ont été installés dans les directions de ces différents quartiers. Cette nette amélioration est le résultat de plusieurs démarches initiées par le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable André Kongolo, auprès des autorités de la SNEL. Il était tour à tour à la direction des distributions de Kinshasa, ensuite à la direction générale de la SNEL, où il a échangé avec le numéro 1 de cette entreprise du portefeuille de l'État pour cette solution. J'ai été soumis à une évaluation terrible de la part de mes électeurs. Je me suis engagé et aujourd'hui nous avons les résultats d'un travail vraiment abattu. Tout ce qu'ils m'ont rassuré que devrait pour la commune de Kassavubu, aujourd'hui ce n'est plus encore un rêve, par contre c'est une réalité. Parce que j'avais promis 4 transports qui doivent vraiment descendre ici à Kassavubu, la cabine de Birmanie et Farad. Aujourd'hui on est sur Chaba Mongol. Voilà, je tiens à remercier le chef de l'État qui ne sait jamais de fournir beaucoup d'efforts en ce qui concerne l'énergie.
Et je remercie aussi le DG de la SNEL qui a été attentif. Tous ces quartiers de Kasavubu ont également bénéficié de plusieurs rouleaux de câbles de haute tension de plus de 400 mètres. Toujours à Kinshasa, le déguerpissement intervient en droit congolais lorsque la décision judiciaire est prononcée. Autrement, c'est l'arbitraire. La dernière en date à Kindobo, nous dit Edith Chala. Les cours et tribunaux de Kinshasa sont très alimentés par les conflits fonciers. Le tribunal de Kinkole bat ce triste record et la population, première victime de cette incurie, n'en peut plus. Il suffit d'avoir un peu d'influence pour malmener les faibles sur leur terrain. À Kindobo, pas loin de la zone économique spéciale de Lansele, des familles entières ont été déguerpies et tout de suite réinstallées par les autorités compétentes, alertées par les cris de détresse de cette population. Nous n'avons nulle part où aller. Nous avons fui la guerre et on s'est retrouvés ici. Aidez-nous, nous ne savons pas quoi faire. Le député élu de la Tchangou, Richard Mona, est personnellement intervenu pour soutenir les familles quasi assiégées. Le chef coutumier Kindobo s'étonne du comportement sadique de certains usurpateurs. Ici à Kindobo, je suis chef de terre et ne reconnais pas l'avoir cédé à quelqu'un. Derrière la zone économique spéciale de Nsele, il y a le marécage jusqu'à la rivière Nsele. Cet espace est à nous. Il faudrait les populations y habiter tranquillement. Zone économique et Tikelbiso Ndambouana. Oh, le population est petite. Tika population à Kindobona Kimia papa. Vivant dans l'incertitude et craignant que se reproduisent les mêmes faits, la population sollicite un accompagnement de la justice pour que les faussaires qui viennent troubler leur quiétude soient mis hors d'état de nuire. Ouverture officielle hier de la direction provinciale de l'agence congolaise de presse dans la salle dans la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. C'est le directeur général de l'ACP. Bienvenue Marie Makoumania qui a présidé cette cérémonie. Dans une ambiance solennelle, les officiels, la presse et la population ont pris part à cette cérémonie d'installation. Après les mots de bienvenue et la remise de documents officiels, la nouvelle direction provinciale a été présentée au public. Prenant la parole devant l'assistance, le directeur général de l'ACP, Bienvenue Bakoumania, a exprimé sa satisfaction quant à la matérialisation de lignes de mission lui confiée par le chef de l'État, celle d'assurer la salubrité médiatique en République démocratique du Congo. Chers notables, vous avez été d'une contribution décisive qui a politiquement, administrativement, logistiquement aidé à ce que ce bureau soit opérationnel en ce 28 avril 2025. Saluant la contribution décisive des notables de cette contrée à l'aboutissement de cet ouvrage, le DG de l'ACP a également invité les notabilités des autres nouvelles provinces à suivre le modèle imprimé par les notables du Kasaï. Le gouverneur de province voit en cette implantation un moyen de relayer avec précision la réalité de la province. La directrice de l'ACP au Kasaï a insisté sur le fait que le potentiel économique, culturel et humain de la province mérite une information fiable et équilibrée. L'implantation de cette direction provinciale marque une étape cruciale dans la volonté de l'ACP de se rapprocher de ses publics et découvrir l'actualité de cette région riche et diversifiée. Le Kasaï, avec son potentiel économique, culturel et humain, mérite une information fiable, équilibrée et accessible à tous. Avec cette nouvelle implantation, l'ACP veut rapprocher l'information institutionnelle de la population et porter haut les voix locales. La cérémonie s'est achevée par une visite guidée des nouveaux bureaux de l'agence, symbole d'une ère nouvelle pour la communication officielle au Kasaï. Vous avez là reconnu le timbre vocal de Angèle Mabiala Landou. Suivez à présent cette activité déployée à l'Institut national des recherches agricoles. Nous sommes là dans la province du Kwilu. Régulariser la situation salariale des journaliers qui ont presté pour le projet Pourpa et Pat Kassi Salinera Kiyaka, dissiper les malentendus qui a élu domicile au sein de cette entreprise, tels sont les objectifs poursuivis par l'honorable député provincial Emery Luhano lors de sa récente visite à l'Inera Kiyaka dans le secteur Mungindu, territoire de Gungu dans la province du Kwilu. Après des échanges fructueux avec les responsables de la station Kiyaka et les ouvriers, l'élu de Gungu, Emery Luhano, a invité ces derniers
à se souder le coude pour l'avancement de la dite entreprise et le bon rendement. Je pense que jusqu'à l'heure qu'il est, la situation est maintenant calme au sein de la station de Kiyaka. Et on ne pouvait pas, pendant cette période que le chef de l'État se bat pour la paix sur toute l'étendue de notre pays, que l'on apprenne encore qu'à Kiyaka, il y a des troubles et consorts. Ça commence souvent comme ça plutôt. Et après, vous allez voir que la situation va dégénérer. Et puis, c'est tout ce que nous ne voulons pas. Eh bien, c'est pourquoi nous sommes arrivés sur terrain pour calmer la situation. Maintenant, ce que je vais demander à mes frères et sœurs, c'est qui ont presté pour ces deux projets-là, les projets PAD-K6P et les projets POPA, c'est d'être calme. Il a également remis une enveloppe provenant de la Direction générale de l'INERA pour la paie de la main-d'œuvre. Toujours dans la province du Kwilu, les universités des États-Unis et de Grande-Bretagne ont signé un protocole d'accord avec l'université de l'Église indépendante du Congo pour collaborer et échanger les professeurs. Objectif, améliorer la qualité de l'enseignement, nous dit Rodépanda. L'Institut facultaire des églises indépendantes au Congo et IFECO tient à Sédaïe une place dans les sphères académiques à l'international à travers ce double protocole d'accord signé premièrement avec Agora International American University des États-Unis d'Amérique, suivi d'un autre établissement universitaire dénommé London Academy of Technology and Management de la Grande-Bretagne. Le clause engage les deux universités internationales représentées respectivement pour celle des États-Unis d'Amérique par le Dr Ima Bandaga, fondateur, et celle de la Grande-Bretagne par le docteur du développement Afrique et le professeur Yassa Pierre Yonien, directeur de l'école doctorale du côté de l'Institut EIFECO. Nfuma Panda, qui en est le fondateur, a engagé cet établissement avec des signatures apposées par toutes les parties au bas de ce document en des termes identiques avec 6 articles. Ces deux universités internationales ont accepté, entre autres, d'assurer un soutien académique et pédagogique pour l'élaboration des livrets, des certificats et diplômes internationaux, tandis que EIFECO, à son tour, restera disposé à assurer la mise en place de formations en conformité avec les standards universitaires, accompagner ces universités américaines et britanniques à obtenir leurs accréditations officielles en RDC. Agora va intervenir dans les deux types d'enseignement, c'est académique et professionnel. Un arrêté autorisant l'enseignement à distance et en ligne. On avait déjà initié avec l'évêque pour faire un partenariat. Pour les étudiants qui vont terminer ici, ils auront un diplôme du système américain et un diplôme de la RDC. Ce protocole d'accord est conclu pour une durée de 5 ans renouvelable pour Monseigneur Fumapanda Zéphirin. Cette démarche s'inscrit dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur au standard international et permet à cet alma mater congolais d'être la solution au sein de la communauté. Au Lualaba, la gouverneure a procédé à l'inauguration d'une école des sourds-muets. Tout un symbole de grande considération envers l'une des catégories vulnérables du Lualaba, la gouverneure de province a modernisé complètement l'école des sourds-muets de Kolosi et Fata de la communauté Garengazé. Cette infrastructure, autrefois menacée de disparition, fait peau neuve. Les élèves sourds-muets de l'école se sont rassemblés à l'entrée pour démontrer à leur manière la gratitude à cette femme d'exception qui fait rayonner chaque jour la vision Tshisekedi dans la province cobaltifère. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée lundi 28 avril 2025. La ministre provinciale de l'Éducation, Kainda Kassela, les responsables éducationnels officiels et de la communauté Garengazé, bénéficiaires directs de l'action, et la délégation des élèves se sont succédés à la tribune pour saluer ce geste. Pour Marie-Thérèse Masuka, c'est l'expression de la ferme volonté de son gouvernement à réserver une place de choix à cette catégorie de ses administrés, au même titre que toutes les autres, pour le développement intégral de sa chère province. Dans la vision du chef de l'État, ma politique envers les personnes vivant avec handicap n'est pas celle de les considérer comme de moins hommes qui ont besoin d'assistance, mais plutôt ma profonde conviction est celle de leur rendre leur dignité humaine et de faire respecter
assurer leur égalité de droits comparativement à tous les autres concitoyens. Aux gestionnaires de cette école, je demande de gérer ces actifs en bon père de famille. Aux élèves, heureux bénéficiaires de ces bâtiments, étudier en toute sagesse. Après la coupure du ruban symbolique, l'autorité provinciale et ses invités de marque ont visité les salles de classe confortablement équipées. La ville d'Ouvira demeure stable et ses imposants chantiers routiers en sont la preuve, constaté par le ministre provincial des Infrastructures et des Travaux publics de la province du Sud-Kivu. Le ministre provincial en charge des infrastructures, travaux publics, urbanisme, Georges Kibonge, était en visite d'itinérance dans la ville d'Ouvira pour suivre et évaluer l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et de la modernisation de la voirie urbaine sur la route nationale numéro 5. Dans le même registre, le ministre a inspecté les travaux de 10 km larges entre le rond-point de Kavivira et le pont de Kalundu, tout en évaluant le travaux de terrassement et d'assainissement réalisés à ce jour. Nous sommes là pour affirmer que la vie est là, les gens travaillent, chacun est en train d'évaguer dans ses occupations. Nous sommes là pour contredire puisque nous sommes en train de travailler. Comme vous pouvez remarquer, il y a la jeunesse qui est en train de travailler. Ça veut dire que le chef de l'État est en train de s'impliquer personnellement pour que la jeunesse trouve sa place dans le quotidien du travail. Mais aussi, vous devez comprendre que ces travaux vont booster l'économie tout en absorbant le chômage et donner du travail à la jeunesse que nous sommes. Par ailleurs, le ministre a visité les carrières de Kabimba, équipées des 2 imposantes centrales modernes. D'abord une usine capable de produire 80 tonnes enrobées par heure et un géant concasseur produisant 100 tonnes de gravier par heure. À travers cette mission de routine, le ministre a gagné le pari de défier plusieurs personnes qui attendent désespérément la chute d'Ouvira et aujourd'hui emballées par la matérialisation du chef de l'État qui ne jure que sur l'intérêt général de la population. Le ministre de l'Industrie a signé une série d'accords aux États-Unis d'Amérique sur les investissements industriels, nous dit Cédric Kenina. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence du Congo franchit une nouvelle étape vers son industrialisation. En mission officielle aux États-Unis, le ministre de l'Industrie et du Développement de PME, Louatum Kabamba, a visité les installations de la société Liten, basée en Californie aux États-Unis. Une visite qui intervient après la signature en janvier dernier à Davos, en marge du Forum économique mondial de Davos, d'un protocole d'accord historique entre la RDC et la société Liten. Objectif, construire une usine de batterie au lithium-soufre en République démocratique du Congo. Nous sommes ici à Silicon Valley, c'est pour voir les installations de Liten. Liten, c'est un partenaire qui va venir installer la chaîne de valeur de batterie chez nous. Ici, nous sommes venus voir leurs facilités, leurs usines, leurs installations, leur capacité de recherche et ce qu'ils font. Et nous pensons qu'ensemble, nous pourrons aller encore plus loin. Pas seulement pour fabriquer toutes les composantes de batterie, mais également pour transmettre ces connaissances aux nôtres, au niveau des recherches, au niveau de nos universités également. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'industrialisation au cœur du développement économique et de la lutte contre le chômage. La RDC se prépare ainsi à entrer dans le cercle restreint des producteurs mondiaux des batteries de nouvelle génération, ouvrant la voie à une ère d'innovation et d'opportunités pour sa jeunesse. Au Kasaï central, les travaux de réhabilitation de la route Kalambambouji, long de 125 km, vont bon train. Le gouverneur de cette province a palpé du doigt cette réalité. C'est un véritable parcours du combattant effectué samedi 22 avril 2025 par le gouverneur du Kasaï central et sur la route dite de l'Espoir dans la région, la route Kalambambouji. De PK0 à Matamba, en passant par le base-vie de Sino Yitro de Chamatengu, et celle installée au village d'Iboué dans le secteur de Moutefou, jusqu'au village Mombela à environ 150 km de Kananga, la route est praticable. Déjà, 122 km sont ouverts en terre battue par l'entreprise chinoise Sino Hydro, constate avec satisfaction Joseph Moïse Kamboulunkonko,
numéro 1 de la province. La route est redevenue praticable, du moins dans ce tronçon. J'ai le sentiment de satisfaction parce que les amis des Sino Hydro ont fait un bon travail. S'ils continuent sur cette lancée, nous aurons une route bien praticable. Ils avancent en mettant derrière eux une autre équipe qui, elle, s'occupe de l'arrangement des routes à chaque fois qu'il y a de fortes pluies qui abîment. Je pense que c'est une bonne approche. Nous ne pouvons que les encourager et souhaiter que les choses aillent un peu plus vite. La praticabilité de cette voie importante rend joyeux les utilisateurs et résidents. Chef Moulambou du village qui porte son nom apprécie les niveaux de suivi de l'autorité provinciale. Infiniment merci pour votre suivi rassurant. Nous sommes très heureux des travaux qui sont exécutés ici. La circulation est devenue fluide. Nous sommes rassurés que d'ici quelques mois, ils vont arriver à la rivière Kassai. Communiant avec ses administrés le long du trajet, le chef de l'exécutif provincial a accédé à la demande de ces derniers qui veulent voir des comités de surveillance dans le cadre du contrôle citoyen être institués par l'administration provinciale pour notamment empêcher les vols de carburant et autres matériels de l'entreprise attributeur. Il s'est tenu au Kassai central un séminaire de vulgarisation de la feuille de route sur la lutte contre les violences faites aux femmes pendant le processus électoral. La feuille de route vulgarisée ce jour à l'Assemblée provinciale par les organisations féminines est un document de 12 pages ayant 7 axes dont 2 seulement concernent les députés provinciaux dans la lutte contre les violences électorales avant, pendant et après les élections. Une occasion pour ces organisations d'interpeller la conscience des élus. Nous avons été effectivement devant la représentation provinciale afin de vulgariser la feuille de route portant sur la lutte contre les violences électorales faites à la femme. Et nous avions commencé par dépeindre le contexte qui a permis à ce qu'on élabore cette feuille de route. Quelque chose en retour, notamment leur engagement à accepter ou à rendre opérationnelle la notion de la masculinité positive au sein de l'hémicycle provincial. Et sur quoi repose cette séance de vulgarisation? Réponse avec Nathalie Kamba-Loussé, directrice pays des femmes main dans la main pour le développement intégral. Pendant les processus, avant, pendant et après les élections. Et qu'il n'y a pas de fonds, on est venu aussi mobiliser le fonds auprès de l'hémicycle parce que c'est vraiment l'institution budgétaire de la province qui peut aussi mobiliser le fonds pour réaliser les 2 axes qui les concernent dans la feuille de route. Une occasion très saluée par la représentation provinciale qui annonce l'élaboration d'un édit pour combattre toute forme de violence au Kassai central. Ces organisations féminines, ça il faut le dire, ont dans cette feuille de route dénombré 47 cas de violence électorale, dont 34 concernent seulement les femmes. Et pour terminer, les communicateurs du président de la République restent déterminés à porter haut l'étendard des exploits politiques et diplomatiques enregistrés. Rodépanda. La situation d'instabilité paralyse le bon fonctionnement des institutions par rapport à l'étendue du pays à cause de l'agression rwandaise, appelle la conjugaison des efforts autour du chef de l'État Félix Tshisekedi, la consolidation de l'unité et la cohésion nationale à travers les consultations initiées dernièrement par le président de la République. Nous tenons à témoigner notre fierté, exprimant notre satisfaction par rapport à la diplomatie pragmatique du président de la République en rapport avec l'insécurité récurrente à l'Est, dont la signature d'un accord de partenariat gagnant-gagnant avec les États-Unis d'Amérique constitue une réponse tant sur le plan sécuritaire et stratégique que sur le plan socio-économique avec plusieurs externalités positives en faveur du développement. Le communicateur du chef de l'État, Félix Tshisekedi, reste déterminé à porter haut l'étendard des exploits réalisés sur tous les fronts, principalement sociopolitiques. Coordonné par Angèle Mabiela Landou, c'en est fini pour ce journal des 19h réalisé par Monique Mavungu et André Njeka. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur votre chaîne nationale. Je serai relayé à 20h par Cédric Kenina pour une autre édition d'information. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain.